Bonjour, je m'appelle Isabelle Tremblay, je suis psychoéducatrice au C3S Sud de la Nodière au programme DI-TSA-DP. Bonjour, moi je suis Marie-Claude Perron, maman de 2 enfants, une grande fille de 10 ans qui est neurotypique, donc qui n'a pas de besoins particuliers, et d'un garçon de 6 ans qui est autiste, a une dyspraxie et un trouble sévère mixte du langage. Mixte, ça veut dire autant réceptif qu'expressif, donc il a beaucoup de difficultés à comprendre et à parler. Aujourd'hui, on va vous aborder un sujet fort intéressant, une journée dans la vie d'un jeune aux besoins particuliers. Donc, avant de commencer, au niveau des trucs et astuces, on va aborder des concepts un peu plus généraux au niveau du développement, de l'importance de prendre soin de vous. Puis, on va débuter avec les mots qui font mal, les mots que, en tant que maman ou papa d'un enfant différent, on est tanné d'entendre. Oui, parce que quand on a un enfant avec des besoins particuliers, les gens répètent souvent les mêmes mots. Des fois, c'est maladroit et ça peut devenir irritant. Donc, j'ai décidé de vous partager ceux que j'entends souvent. Tout d'abord, le mot deuil. Le deuil d'un enfant normal. Pour moi, le mot deuil, c'est un mot très, très lourd et c'est négatif. Pour moi, le mot deuil, c'est la fin de quelque chose. Quand on apprend un diagnostic pour son enfant, c'est le début d'autre chose. J'appellerais ça plutôt un cheminement dans l'acceptation que la vie de notre enfant va être différente de celle qu'on s'était imaginée. Le mot maladie et il va peut-être guérir. Premièrement, c'est pas une maladie, c'est un état ou un handicap. Et il va peut-être guérir, non. Un handicap, on l'a toute sa vie. Ça paraît pas du tout en le regardant, et pour mon cas, j'en ai vu d'autres qui étaient autistes, moi, et c'était comme ça. Mais ça, c'est maladroit. Des fois, les gens peuvent trouver ça banal, nous dire ça veut peut-être alléger la situation, mais quand ils nous disent ça, on ressent souvent le besoin de se justifier, et c'est un peu dommage. Laisse-moi là une journée, je vais t'arranger ça, moi. Non. Un enfant qui a des besoins particuliers, ça ne s'arrange pas en une journée. Puis je serais bien curieuse de lui laisser peut-être une journée ou deux. Je pense qu'il changerait peut-être d'opinion. Les enfants ont tous quelque chose maintenant. Pour moi, c'est la pire insulte parce que ça banalise l'état de notre enfant et ça banalise tout le processus par lequel on est passé parce que Dieu sait que c'est long. Et puis quand on a un diagnostic, bien, c'est établi par des professionnels. Donc, c'est sérieux. Vous êtes courageux. Non, on n'est pas courageux. On aime nos enfants, besoins particuliers ou pas, et on ferait tout pour eux. Donc, je dirais plutôt qu'on est patient, très patient. Je ne sais pas comment vous faites, moi je ne serais pas capable. Un bon Québécois, pas capable, bien mort, donc on n'a pas le choix, on fait avec. Il suffit d'avoir une vision un petit peu plus positive de ça. On sait tous quand on a des enfants, avant d'être une maman, un papa et avant même d'être un couple, on était un individu. Donc, il faut un peu voir la famille comme un triangle inversé. À la base, il y a vous. Donc, c'est important de prendre soin de soi et de s'écouter. Des fois, on est moins disponible pour faire une intervention, mais c'est important de l'écouter et de se respecter. On peut prendre des pauses. Des fois aussi, des situations nous amènent à être envahis. C'est important de prendre des fois un pas de recul, de faire des activités qu'on aime également. Puis moi, je peux parler pour le couple. Un enfant besoin particulier, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. C'est important de prendre soin de votre couple. Moi, ça fait 14 ans que je suis avec mon conjoint et on prend le temps de le faire. C'est pratiquement une obligation. Puis c'est pas obligé d'être des activités toujours à l'extérieur. Ça peut être aussi simple que de regarder une série que vous aimez quand les enfants sont couchés ou quoi que ce soit. Puis aussi, je vous suggère de faire des sorties de temps en temps. C'est pas obligé d'être long, un petit souper au restaurant. Puis même si des fois, ça ne vous tente pas, mais faites-le quand même parce que quand vous allez revenir, vous allez vous dire « j'en avais besoin finalement ». Vous allez revenir avec plein de positifs et de l'énergie, donc plus de patience. Tout va suivre. Puis quand on prend soin de soi et qu'on prend soin de notre couple, ça crée une espèce de rectangle à la base du triangle. Donc quand nos enfants, soit nos enfants à besoins particuliers se mettent à être un peu plus chambranlants quand on entame des processus diagnostiques, mais ça l'aide à ce que l'équilibre se maintienne et que le triangle ne bascule pas. Ce qui est important de savoir au niveau du développement, c'est que ce n'est pas linéaire. Donc, à chaque étape, amène son lot de défis. À 2 ans, c'est le besoin d'autonomie. À 4 ans, c'est le besoin d'affirmation, et ainsi de suite. Donc, chaque enfant, avec ou sans besoin particulier, va se développer et continuera de se développer. Donc, c'est juste qu'il va y aller à son rythme. Il ne fera pas son 2 ans à 2 ans. Peut-être que oui, peut-être que non. Puis une fois qu'on comprend ce principe-là, que chaque étape a son défi, ça permet d'ajuster nos interventions en fonction de l'âge développemental de notre enfant, ce qui nous permet de lui offrir un défi qui est ajusté à lui. On peut représenter ce principe-là par l'escalier. Donc, si on regarde complètement en haut à gauche, c'est un parent qui est en bas de son enfant et qui est toujours en arrière. Donc, s'il tombe, on le pousse vers le haut, on ne lui présente pas de défi. À l'inverse, si on est en haut de la pyramide, bien,
on ne peut pas proposer de défi à notre enfant, on a des attentes qui sont irréalistes. À l'inverse, si on va en bas égal à son enfant, on peut ni lui proposer un défi pour le monter vers le haut, puis on peut toujours être là pour le rattraper s'il tombe. La position idéale au niveau des attentes, ça serait celle-là. Un parent juste au-dessus de la marche pour lui proposer un défi qu'il va être capable d'atteindre, mais assez proche pour le remonter vers le haut si jamais c'est plus difficile. Moi, ce que je vous dirais là-dessus, c'est d'être réaliste, de ne pas vous créer d'attente parce que votre enfant va faire des progrès tantôt à moyen terme, tantôt à long terme. Puis si vous ne vous créez pas d'attente, mais vous allez avoir plusieurs belles petites surprises en célébrant chaque petite victoire que votre enfant va accomplir. Donc, c'est une vision beaucoup plus positive et vous aurez moins de déceptions. Il faut aussi penser à l'enfant, à ses capacités et non à ce qu'on voudrait qu'il soit. Donc, en passant comme ça, vous allez devenir réaliste. Donc, on est déjà rendu à la partie sur les trucs et astuces pour alléger votre quotidien. On va aborder brièvement chacun de ces thèmes-là. Tout d'abord, la première astuce que vous devriez tous avoir en votre possession, c'est la compréhension des diagnostics de votre enfant. Quand on comprend une problématique, ça nous aide à l'accepter, ça nous aide à comprendre et à ajuster nos interventions, mais aussi ça nous aide à maintenir l'intervention. Quand on comprend pourquoi on fait quelque chose, ben c'est plus facile de le maintenir. Oui, parce que nous, quand on a compris le pourquoi, quand il faisait telle ou telle chose, et là, les solutions sont arrivées. Et puis, ça nous a permis aussi d'accepter, comme elle disait, les situations pour pouvoir intervenir de façon adéquate. Parce que maintenant, on a la raison et on peut intervenir de façon adaptée. C'est aussi important de tenir compte des diagnostics et des particularités de nos enfants. Souvent, les enfants à besoins particuliers ont un profil sensoriel hypersensible ou hyposensible. Donc, hyper, j'ai besoin des petites stimuli m'agressent, hypo, j'en ai besoin de beaucoup pour en sentir un petit peu. Quand on comprend ça et qu'on en tient compte, des fois, ça devient plus aidant. Aurais-tu des exemples, Marc-Claude? Oui, dans mon cas, mon fils, il est hyposensible. Donc, lui, il se mettait les doigts dans les yeux, il tournait sur lui-même sans arrêt. On fallait l'arrêter parce qu'il aurait fait ça pendant 45 minutes. Donc, quand on a compris qu'il avait un besoin de s'autoréguler et qu'il était hyposensible, aussi, il avait peur de rien. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut mentionner. Maintenant, on sait comment intervenir. On détourne son attention pour aussi combler le besoin de s'autoréguler et diminuer aussi un petit peu son besoin de dépenser son énergie. Exact. Aussi, les enfants à besoins particuliers, c'est des enfants, on peut les qualifier de petites éponges à anxiété. Donc, ils sont très réactifs à notre anxiété et à la leur. Donc, si nous, on est anxieux, eux, ça quadruple leur anxiété. Donc, tous les comportements plus problématiques augmentent. Donc, c'est important d'en tenir compte au quotidien. Des fois, de se retirer, se calmer pour aller faire l'intervention peut être gagnant. Oui, moi, dans mon cas, mon fils est très, très anxieux. Donc, il faut intervenir de façon calme et patiente, du moins le plus possible. C'est sûr que des fois, il y a des journées qu'on l'est moins. Donc, à ce moment-là, je vous donnerais plutôt le conseil de demander à votre conjoint d'intervenir peut-être pour cette situation-là et vous interviendrez à un autre moment. Parce que si vous rajoutez votre colère par-dessus une intervention, bien, ça va faire un crescendo puis vous n'arrivez à rien de toute façon. Donc, c'est peut-être mieux de prendre un petit peu de recul à ce moment-là. Ce qui est aussi important au niveau du quotidien, une astuce qui va vous aider au niveau de l'anxiété, c'est la routine stable. Une routine prévisible et toujours pareil, aide l'enfant à anticiper ce qui s'en vient et donc à se créer des repères et à diminuer l'anxiété. Au niveau des repas, c'est souvent un moment qui est problématique à la maison. Je vais vous montrer un petit exemple qui illustre qu'est-ce que c'est manger. Donc, manger, ce n'est pas que mettre un aliment dans sa bouche, c'est plutôt 36 étapes. Donc, ça peut passer de tolérer d'être dans la même pièce que l'aliment à mastiquer et avaler de façon autonome. Donc, parfois, nos enfants ont des particularités au niveau des textures, ce qui fait qu'ils refusent de toucher un aliment. Donc, des fois, juste de comprendre qu'il y a différentes étapes puis que c'est pas si simple que ça pour certains enfants de manger, ça nous aide à diminuer un peu l'anxiété qu'on peut vivre au moment d'un repas quand un enfant refuse de manger parce qu'on va se le dire, c'est stressant. Des petits trucs qui peuvent vous aider, c'est au quotidien d'introduire de la nouveauté. Des fois, de mettre du brocoli sur la table, bien, il ne mangera pas, mais au moins il va y être exposé. Éventuellement, ça sera peut-être de le mettre dans notre assiette. Nous aussi, de donner un modèle. Manger le brocoli peut amener l'enfant à nous imiter. Et surtout, ne pas forcer un enfant à manger. C'est important de savoir qu'un enfant ne se laissera pas mourir de faim. Donc, ça se peut que si vous lui présentez du poulet ce soir-là, il n'aime pas ça, il n'en veut pas. Bien, le lendemain, si vous lui présentez encore un autre repas qu'il ne mange pas encore, éventuellement, il va voir qu'il n'y a pas d'autre choix, donc il va manger.
Ou sinon, il va se reprendre aux collations, au déjeuner ou au dîner. Puis, offrez pas d'autres choix non plus à votre enfant quand il vient le temps de manger. Il suffit de céder une fois pour tout gâcher le travail que vous avez fait précédemment. Je l'ai vécu, j'ai eu des mois difficiles. À l'heure des repas, peu importe ce que je faisais, mon fils, j'avais droit à des belles crises. On a été tenaces et finalement, ça a porté ses fruits. Maintenant, mon fils mange de tout. Donc, il suffit vraiment d'être adapté, par exemple, de votre façon d'intervenir, c'est sûr, pour essayer que l'enfant comprenne ce que vous voulez. Mais lâchez pas votre bout, je vous dis, c'est payant au bout de la ligne. Ce qui va faciliter votre quotidien, c'est au niveau des crises. Donc, l'outil principal à savoir au niveau de la gestion des crises, c'est souvent d'agir en prévention. Oui, puis quand on va agir en prévention, il faut faire beaucoup d'observations, surtout avec des enfants avec des besoins particuliers. Et puis, soyez patient parce que c'est rare qu'on trouve la solution du premier coup. Comme moi, avec mon fils, je peux vous donner l'exemple que le matin, quand il venait le temps d'aller à l'école, je l'habillais après le déjeuner. Puis après le déjeuner, j'avais droit toujours à une crise monumentale. À un moment donné, je me suis dit, je vais essayer de l'habiller tout de suite au lever, après le pipi. Puis finalement, les crises étaient terminées. C'était seulement en changeant l'ordre des choses. Même chose pour le brossage de dents à l'heure de la douche. Avant, on lui brossait les dents avant la douche, on avait droit à une crise. On a changé l'ordre maintenant à la fin de la douche et les crises sont terminées. Donc, c'est avec des essais, des erreurs que finalement, on trouve les solutions, souvent. Puis des fois aussi, en observant, il faut essayer de trouver la fonction du comportement. Est-ce que c'est plus comportemental, je m'oppose, je ne veux pas faire la tâche que tu me demandes, ou sensoriel, par exemple, il y a beaucoup de bruit, tu me demandes de faire une tâche difficile, j'arrive pas. Donc des fois, d'observer, de donner un sens à ce qui se passe va nous aider aussi à intervenir de la bonne façon. Et aussi, dans la gestion des crises, ce qui est important, c'est d'intervenir de manière constante et cohérente. Donc, une journée, un interdit, le lendemain, cet interdit-là doit être encore un interdit et la conséquence va être la même. Autrement, l'enfant comprend difficilement les limites, ça crée de l'anxiété et donc les comportements problématiques qu'on veut éviter. Aussi, ça peut être intéressant de reconnaître l'émotion vécue. Des fois, les enfants, par exemple, il est fâché, il va lancer un jouet. De dire « je sais que tu es fâché, tu as lancé un jouet », va lui apprendre à mettre des mots sur ce qu'il vit. La colère, c'est quelque chose qui est positif. Par contre, ce qui est dérangeant, c'est souvent la façon que les enfants expriment cette colère-là. Lancer, pousser, crier, ce n'est pas des comportements qu'on accepte. Par contre, de reconnaître l'émotion, puis de lui donner des moyens pour exprimer de manière plus positive cette émotion-là, va l'aider à éventuellement développer une meilleure gestion. Offrir de l'aide au niveau de son enfant, des fois, ça peut être de faire du main sur main, prendre sa main pour initier une action, des fois de faire des gestes pour nous aider quand on n'a pas le langage. Fini, encore, ça peut être des outils aidants. Comme moi, pour intervenir, lorsqu'il vient le temps de ranger les jouets, mais mon fils, s'il avait le goût encore de jouer, oui, ça ne tente pas de ramasser, bien, s'il joue au track de train, par exemple, parce qu'il est passionné par les trains, ça se peut que les tracks de train se fassent ranger un petit peu brusquement dans le bac à jouets. Donc, à ce moment-là, moi, je ne peux pas lui dire si tu ne ranges pas tes tracks comme il faut, je vais te les confisquer parce que ça, il ne comprend pas ça. Donc, ce que je vais faire, je me mets à son niveau, je lui prends la main, on les range doucement. Même s'il veut le faire encore de façon brusque, je lui reprends la main en lui disant doucement. Donc, de cette façon-là, c'est adapté pour qu'il comprenne aussi mon intervention. Voilà. Puis aussi, l'utilisation d'un coin calme peut être aidant à la maison. Ça l'enseigne à l'enfant que la colère, c'est quelque chose qui est normal, positif. Par contre, quand on est trop envahi, on peut aller se reposer. Dans ce coin-là, on peut mettre des doudous lourdes. On peut, par exemple, utiliser ce lézard-là lourd qui aide à calmer l'anxiété. On le dépose sur soi. Ça peut être une couverture ou des jouets plus détendants. Après que l'enfant soit calme, on peut reprendre la situation. Dans votre quotidien, c'est le besoin d'organiser. Organiser le temps, organiser l'espace, mais aussi le besoin de bouger. Au niveau du temps, il existe plusieurs outils qui peuvent nous aider. Par exemple, le Time Timer, qui est une petite horloge avec du rouge. Ça rend, mettons, un 15 minutes visuel. Le rouge disparaît plus le temps passe. Quand il n'y a plus de rouge, c'est terminé. On peut downloader sur nos téléphones des applications gratuites. Sinon, on peut acheter l'horloge. Sablier, des minuteries de four au magasin $1 aussi. Puis moi, je peux peut-être juste ajouter une petite parenthèse. Moi, le Time Timer, quand on parlait d'essais d'erreur tout à l'heure, moi, ça ne fonctionnait pas, ça lui donnait de l'angoisse. Donc, moi, j'avais remarqué quand je parlais d'observation tout à l'heure que mon fils commençait à reconnaître l'heure. Donc, il y avait des moments dans la journée qu'on fait pas mal toutes les mêmes choses parce qu'on fait des routines. Donc, maintenant, je lui dis à telle heure on fait telle chose, à telle heure on fait telle chose. Donc là, il n'y a plus d'anxiété parce que maintenant, il regarde l'heure pour savoir ce qui s'en vient. Au niveau de l'espace, ce qui peut être aidant, c'est d'adapter le mobilier à notre enfant. Donc, des fois,
d'avoir une chaise plus haute. Avoir des appuis au sol peut être aussi aidant. Délimiter l'espace pour jouer, ça peut être de mettre un petit tapis par terre. Tu sais, des fois, vos enfants ils aiment faire des constructions, puis ça n'a pas de fin. De mettre un espace pour lui permettre de jouer sans trop envahir. Des repères visuels aussi peuvent être aidants, donc des séquences qui s'en viennent avant, après. Ici aussi, on a un scénario social qu'on utilise pour préparer une sortie, qui est très, très pratique. Moi, j'avais le droit des crises quand on allait en voiture, parce que c'est souvent la même routine et tout ça. Puis, ils ne voulaient pas les faire. Donc, en préparant une petite routine rigolote, bien, on a allégé la tâche. Puis maintenant, il va chercher le petit livre pour le faire, puis il trouve ça maintenant drôle. Donc, il faut utiliser les outils, il ne faut pas avoir peur. Puis finalement, le besoin de bouger, c'est souvent, ça le dit, c'est un besoin. Donc, les enfants vont le faire de toute façon. Des fois, c'est dérangeant. Saute sur le sofa, saute sur la table, glisse partout. C'est de structurer ce moment-là et ce besoin-là. Donc, je comprends, reconnaître que l'enfant a un besoin de bouger. Je comprends que tu as envie de bouger. Par contre, sauter sur le sofa, c'est pas possible. Va plutôt courir au sous-sol. Donc, c'est de nommer que c'est correct et de dire où il y a le droit de le faire. Puis quand on comble le besoin de bouger, bien, on fait diminuer l'anxiété, l'enfant s'autorégule, ça lui permet de dépenser l'énergie. Donc, vous pouvez avoir des petites trampolines à la maison ou à l'extérieur. Il y en a des petites qui se vendent. Ça peut être un petit tapis qu'on déroule, faire des roulades. Moi, on a une couverture, puis on fait le jeu de la saucisse, qu'on dit on enroule l'enfant dans la couverture, puis ça comble un besoin. Puis finalement, une autre astuce qui va vous être fort utile, c'est de s'amuser. D'abord, moi, j'aimerais vous rappeler que vous n'êtes pas un intervenant, vous êtes un parent. Donc, c'est correct d'être simplement un parent. Vous n'avez pas à faire des parcours moteurs ou à mettre des pitots partout. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Donc, c'est correct de s'amuser avec vos enfants. Parce que si on rajoute le rôle d'intervenant, bien, ça nous rajoute de la pression. Oui, on a des choses que les intervenants vont nous proposer qu'on applique, mais on est d'abord et avant tout des parents. Utiliser de l'humour, n'ayez pas peur du ridicule. Là, chez nous, on chante, on danse, on fait des pirouettes. C'est une façon aussi de détendre l'atmosphère, de prendre les choses plus à la légère. Puis ça amène beaucoup, beaucoup de positif dans tout ça. Donc, il faut en rire aussi. Il faut rire de ça. Puis aussi, au niveau de votre quotidien, la fratrie est aussi présente, elle est aussi importante. Souvent, on donne beaucoup d'attention aux enfants à besoins particuliers, puis peut-être que vos autres enfants peuvent se sentir un peu mis de côté. Oui, donc moi, ce que j'ai fait, ma fille est plus grande, j'ai la chance que c'est une fille aussi, donc elle est très maternelle. Mais toutefois, il faut lui faire comprendre le diagnostic. Bien, c'est sûr, adapté pour un enfant de 10 ans, évidemment, que vous pouvez retrouver sur Internet, des livres qui se vendent pour lui faire comprendre le diagnostic, mieux comprendre pourquoi son frère ou sa sœur agit de telle façon, mais aussi de l'inclure dans des activités, puis de dire, il faudrait peut-être faire ça de façon adaptée, ton petit frère, ta petite sœur, l'enfant, grande sœur va comprendre mieux de cette façon-là. Puis finalement, si jamais c'est difficile à la maison ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à appeler le CLSC pour avoir des professionnels qui viennent vous donner des outils supplémentaires adaptés à votre situation. Merci. Merci beaucoup.